Bienvenue à la conférence des décideurs du 11 bis Festival. On n'y croyait plus, mais nous l'avons fait. Et la parité est respectée. Bonjour Catherine. Et on est deux à avoir fini à pied parce que Thomas me dit qu'il est dans le même état que moi. Je suis vraiment désolé. On vous a apporté de l'eau si vraiment vous avez besoin d'eau pendant la conférence. Surtout faites-moi signe. On tâchera d'être à la hauteur. Merci en tout cas à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Je vais commencer par présenter nos invités si vous ne les connaissez pas. À ma toute gauche, Valentine Studer, vous êtes la directrice générale de Hiscox France. Bienvenue. À votre gauche, Valentine, Thomas Saunier, vous êtes le directeur général de Malakoff Humanis. Thomas, à votre gauche, Catherine Charrier-Leflève, qui est la directrice générale de Wacam. Et ce n'est pas Thierry Dorez tout à gauche, c'est Éric Lécuyer. Éric Lécuyer qui remplace Thierry Dorez parce que c'est un peu compliqué de venir. Et Thierry Lécuyer qui est le directeur général de MMA et qui représente le groupe Covea sur cette scène. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation au 11 bis Festival, ce festival du courtage. On a un large public de courtiers aujourd'hui dans la salle, donc on va essayer de leur parler. Vous représentez à peu près tous les familles de l'assurance. Lorsqu'on est assureur, on va déjà commencer par parler de la relation entre assureur et courtier. Comment on fait pour entretenir de bonnes relations avec son partenaire courtier? Valentine, je vais commencer par vous. Comment on fait pour être Déjà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là. Je dois saluer aussi l'organisation. Je trouve que c'est très original et j'espère qu'on pourra faire plusieurs années. On est très content d'être là dans cette première année, vraiment original, différenciant. Donc déjà, je voulais le préciser. Pour répondre à votre question, alors moi déjà, jusqu'à il y a 5 mois, j'étais courtier. Donc voilà, je peux aussi parler des deux côtés. Et avant d'être courtière, j'étais assureur. Donc voilà, je suis passée, alors c'est marrant ce matin, quelqu'un me disait, tu es repassé du côté obscur de la force. C'est vrai, on entend souvent ça. Je vous rassure, quand je suis passée côté courtier, on m'a dit, tu es passé du côté obscur. Donc je ne sais pas où se trouve la lumière, mais en tout cas, je suis souvent du côté obscur. En tout cas, quoi qu'il en soit, je connais bien les problématiques des uns et des autres. Moi, ce que je pense, et avant d'être aussi, pardon pour cette petite introduction, mais avant d'être dans l'assurance, j'ai fait d'autres secteurs d'activité qui ne sont pas intermédiaires. Donc moi, quand je suis arrivée dans l'assurance il y a un peu plus de 10 ans, je suis arrivée pour la première fois dans un métier intermédiaire, donc avec un courtier, un assureur. Et j'avoue qu'au début, je ne comprenais pas comment ça marchait, ce qu'apportait l'un par rapport à l'autre. Et donc, ce que je dois dire par rapport à ça, c'est que déjà, je pense que connaissant les deux côtés, c'est deux métiers qui à la fois se ressemblent beaucoup, mais sont très différents à la fois dans les contraintes, à la fois dans les priorités et dans les rôles des uns et des autres. Et je pense que c'est très important dans cette relation que chacun garde son rôle. Ça, c'est la première chose. Ensuite, donc, j'ai connu plusieurs, même si ça ne fait pas des décennies que je suis dans l'assurance, j'ai connu plusieurs cycles. Et je dois dire que donc, moi, je suis arrivée sur un marché soft, donc, où les courtiers avaient plutôt... c'était plutôt qui avait un peu la position de force, hein, finalement. Donc un soft market qui a duré assez longtemps, pour ensuite passer assez rapidement sur un hard market qui a été plutôt à l'avantage des assureurs, donc avec un rapport de force qui s'est un peu déséquilibré dans l'autre sens. Et je trouve que depuis quelques années, on est sur un marché qui est plus technique finalement et plus équilibré, où on va chercher ensemble comment accompagner les clients, comment comprendre leurs risques, comment les assurer le plus proche possible, tout en leur donnant un service de qualité dans un monde, on en parlera tout à l'heure, notamment de digitalisation, avec des ressources de plus en plus difficiles à garder, à retenir. Et donc je pense que par rapport à ça, c'est important de garder ses rôles et responsabilités et de travailler ensemble, main dans la main. C'est vrai qu'on a eu des petits moments aussi d'irritants. On parlait tout à l'heure des codes courtiers qui sont difficiles. Je sais que pour les plus petits courtiers, c'est difficile d'avoir leur part de voix. On a eu des périodes Covid qui n'étaient pas faciles non plus, qu'on soit d'un côté ou de l'autre. Et donc voilà, tous ces irritants, il y a des moments de temps en temps, c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas, on a passé toutes ces phases et je trouve qu'on est sur une période plutôt équilibrée en termes de relations. Un peu plus spécifiquement chez Hiscox, donc nous on fait 80% de notre chiffre d'affaires via les courtiers, hein, donc c'est une grosse partie de notre activité. Notre leitmotiv chez Hiscox par rapport aux courtiers avec qui on travaille, c'est d'être vraiment dans l'accompagnement, à la fois dans les formations, dans la co-construction aussi. On a animé tout à l'heure un atelier sur la co-construction, sur être réactif aussi et accompagner à la fois, comme je disais tout à l'heure, dans la digitalisation et avec un niveau de service important.
Donc très important d'avoir des collaborateurs qu'on garde et aussi un nombre de collaborateurs assez important pour accompagner. Donc on a vraiment ce rôle d'essayer de répondre au maximum aux contraintes des courtiers qui sont, je dirais, le speed to market, de la digitalisation, de l'humain, de la co-construction. On donne beaucoup de délégations, donc vraiment qui se construit sur la confiance. Donc voilà en tout cas nos règles qu'on essaie de s'appliquer tous les jours. Très bien, merci pour cette entrée en matière. Thomas, j'en profite, vous êtes tout à la gauche de Valentine. Vous, quel est votre rapport avec le courtage? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu la part d'activité courtée chez Malakoff Humanis et comment vous concevez cette relation? Oui, alors c'est vrai qu'on est un groupe de protection sociale, donc a priori peu enclin à travailler avec le courtage. Pour autant, Malakoff Ménéric et Humanis, qui sont devenus Malakoff Humanis, ont toujours travaillé avec le courtage. On l'a affirmé, réaffirmé haut et fort. Et aujourd'hui, c'est 50% des chiffres d'affaires du groupe. On fait 6,4 milliards de chiffre d'affaires, quasiment exclusivement en santé et en prévoyance. Et la moitié du chiffre d'affaires est fait par le courtage. Donc le courtage, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Moi, j'ai une phrase d'un grand courtier qui me revient et qui me disait souvent, lorsqu'on avait des discussions un peu tendues, Thomas, de toute façon, t'inquiète pas, un bon courtier, il peut se fâcher avec un client, il ne se fâchera jamais avec un assureur. Donc ça, j'aime bien, moi, ce genre de phrase, parce que ça montre qu'on est en complémentarité. Alors, il y a des fois, on est en complémentarité sur le conseil, sur l'approche technique, sur les redressements et les indexations. C'est sûr que aujourd'hui, en tout cas, sur les métiers que Malakoff Humanis fait, sur la santé collective principalement et sur la prévoyance, il va y avoir, comme au 1er janvier 2023, au 1er janvier 2024, il va y avoir des hausses de tarifs. Donc il faudra qu'on aille voir les clients ensemble. Et quand je dis des hausses de tarifs, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5. On est plutôt à 7-8% de hausse de tarifs. Donc ça va piquer un peu. Et donc il va y avoir toute la pédagogie à expliquer dans le fait qu'aujourd'hui, il y a une espèce, en santé en tout cas, il y a une espèce de transfert de charges. Et là, on est vraiment au degré zéro de l'assurance. Finalement, la Sécu nous prend comme l'annexe du budget de son budget, donc des transferts de charges. Vous savez que le 100% santé a coûté énormément. On nous avait annoncé 150 millions d'euros. À la fin, c'est 2,5 milliards. 2,5 milliards, c'est 8% des primes. Et donc, ne serait-ce que pour le 100% santé, c'est 8% de hausse de tarifs. C'est du pouvoir d'achat en moins lorsqu'on est sur la santé individuelle. Un peu moins lorsqu'on est sur la santé collective, parce qu'il y a la part de l'employeur. Mais voilà, on rentre. Et moi, j'ai peur qu'on rentre dans un cycle structurel de hausse de tarifs en santé et également en prévoyance, dans la mesure où on voit que l'absentéisme se dégrade et la dégradation de cet absentéisme s'accélère en 2022 et 2023. Donc, pour les années qui vont venir, on va, je pense, ensemble, souvent parler d'équilibre technique et de hausse de tarifs. Il y a un petit sujet sur la digitalisation de vos relations avec les courtiers, c'est aussi important, on va sans doute parler de data. C'est important de les accompagner sur ce sujet. Thomas, je vous relance. Oui, c'est-à-dire que dans nos métiers, le courtier, pour des raisons, ou certains courtiers, pour des raisons qui leur sont propres, ont voulu complètement masquer et rendre invisible l'assureur. Voilà. Aujourd'hui, et probablement encore plus demain, on fait d'énormes investissements en la matière et probablement qu'on a la capacité à investir plus que vous en matière d'expérience client, en matière de simplicité de contact. Et donc, ce partage de la valeur, où vous étiez l'unique interface avec le client, j'ai le sentiment que dans le futur, ça va évoluer parce qu'on avait du retard, on en a encore. Sur certains points, on avait du retard par rapport à vous en matière de gestion. Je pense que certains assureurs sont en train de rattraper ce retard, voire même dépasser. Donc il va falloir trouver avec chacun d'entre vous le mode opératoire pour faire en sorte qu'on ait le plus de services rendus vis-à-vis du client en termes de simplicité et en termes de responsabilité. Nous, notre phrase, c'est le compagnon qui agit pour une protection sociale simple et responsable. Le côté RSE, le côté responsabilité sociétale d'entreprise arrive de plus en plus, vous le constatez dans les appels d'offres. Aujourd'hui, on a des appels d'offres où le caractère RSE, c'est 20% de la notation. Et ça va continuer à progresser. Et donc là, il faut qu'on puisse échanger aussi avec vous sur qu'est-ce qu'on fait, nous, en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, parce que c'est un critère de plus en plus important qui sera pris, qui est déjà pris en compte et qui sera pris en compte dans les appels d'offres. Très bien, vous m'offrez une transition toute trouvée pour parler de la RSE. Je vais enchaîner avec Eric et Catherine, je reviendrai vers vous après. Eric, la RSE, vous chez MMA, comment est-ce que vous l'intégrez
dans vos rapports aux courtiers? Est-ce que c'est important au quotidien? Je rappelle, Eric, vous n'avez pas eu l'occasion de préparer cette réunion, donc on sera évidemment indulgent avec vous. Oui, je vous remercie et désolé pour ceux qui sont venus voir Thierry Dorès. Je ne sais pas ce qu'il avait prévu de dire, mais vous allez savoir ce que je vais dire au débeauté. Donc, juste un mot d'abord pour poser le panorama du courtage dans l'univers Covéa. Covéa, vous savez, c'est de l'assurance, de la réassurance depuis l'année dernière avec l'acquisition de PartnerRe. C'est un peu plus de 8 milliards de chiffre d'affaires sur le volet réassurance qui est pratiquement en totalité courté. Et puis l'autre volet, c'est le volet assurantiel avec MMA, qui adresse notamment les marchés pro et entreprises, où environ un tiers de notre activité, tout marché confondu, qui est courté, donc un peu plus de 2 milliards. Donc, à l'échelle Covéa, c'est plus de 10 milliards qui transitent par le courtage. Alors, vous me posez une question sur la RSE. Donc, effectivement, on a un véritable sujet, je veux dire, que ce soit par conviction ou parce que la réglementation nous y amène. Avec deux questions auxquelles nous devons répondre. Premièrement, comment faire en sorte que les risques que nous assurons, les risques de nos clients, les vôtres, les nôtres, qu'ils soient en direct ou non, soient finalement moins soumis aux risques climatiques. Donc ça, c'est un enjeu d'équilibre technique immédiat, j'ai envie de dire. Et puis, il y a une deuxième dimension qui est un peu plus de long terme, qui est comment faire en sorte que ces assurés, et notamment entreprises, contribuent moins au réchauffement climatique. Donc on a vu beaucoup d'initiatives qui ont pu être prises. On a vu des initiatives de grands groupes également, qui, sous l'égide des Nations Unies, ont rejoint, on va dire, une association. Je ne connais pas exactement la forme juridique. Et on voit en parallèle qu'elle s'en désengage aussi, confrontée à plusieurs problématiques. Alors, très, très crûment sur cette problématique de la NZIA, c'est la pression des États-Unis qui incite à la prudence, sans remettre en cause les engagements de ces structures. Mais le deuxième enjeu majeur, c'est la connaissance des risques dans un contexte de mutation. Vous savez qu'on est assez peu appétant aux nouveautés, qu'on construit nos équilibres sur la fois des données et des données du passé. Et donc nous avons une véritable problématique à instruire qui est à la fois de prendre le chemin volontariste en matière de contribution à la RSE, tout en préservant des équilibres techniques qui sont déjà mis à mal dans un contexte de surinflation de contexte climatique aussi extrêmement dur. 2022 nous l'a rappelé. Très bien, merci beaucoup. Catherine, à nous. Vous, chez Wacam, vous avez un positionnement particulier. Vous n'avez fait le choix de ne travailler qu'avec des courtiers et uniquement sur des produits sur mesure. Pourquoi ce positionnement? Alors, peut-être deux mots pour rappeler ce que, comme je suis face à des courtiers, ils le connaissent bien, mais je vais quand même rappeler N'hésitez pas. Le modèle de Wacam, qui a été complètement remis à plat il y a 7-8 ans, avec ce que voulait faire Olivier Jaillon, c'est adresser les points douloureux de l'assurance. Alors, les points douloureux de l'assurance, c'était quoi? Ce qu'on a voulu adresser. D'abord, la lourdeur historique de l'IT, des systèmes d'information. Donc, nous, on est reparti de la feuille blanche. Le deuxième point, c'est la capacité à pouvoir accompagner nos courtiers qui veulent être accompagnés en Europe avec un centre de décision qui soit à Paris. Donc nous, on travaille aujourd'hui dans 32 pays. On utilise le passeport européen, la LPS, et ça nous permet d'accompagner très vite les partenaires qui veulent être accompagnés en Europe. Et puis, troisième sujet évidemment très important, c'est le time to market. Moi, j'étais dans des grands groupes avant. Pour sortir un produit, c'était 12 mois, 18 mois. C'est des délais qui sont longs. Je ne sais pas, Thomas, si c'est toujours ça, mais en tout cas, voilà, dans les groupes traditionnels. Donc là, on a mis au point une méthode super processée en 4 phases et qui nous permet, à partir du moment où on s'est mis d'accord avec nos partenaires courtiers, de sortir un produit en 6 à 8 semaines. Donc, voilà, donc ce que je peux dire sur Wacam, en fait, c'est qu'on est comme une product factory. On co-construit nos produits avec les courtiers et on fait des partenariats. C'est pour ça qu'on a plutôt fait le choix, on travaille avec des courtiers grossistes, on travaille avec des MGA, avec des assurtech, mais c'est vrai, on ne travaille pas directement avec des courtiers de proximité. Alors ce qu'on met à disposition chez Wacam, c'est cette plateforme qu'on appelle Play and Plug et qui vous permet d'avoir toute la chaîne de valeur et en fait nos partenaires se connectent en fonction de leur propre organisation là où ils veulent. Donc cette plateforme, elle part du front office
les API pricing et les API de souscription. Et ça va jusqu'au système de gestion de police qui est sur la blockchain. Hein. On est quand même le premier use case à avoir un système de gestion sur la blockchain. Et évidemment, pour un coût qui est bien moindre. Et je voudrais terminer là-dessus en disant que pour nous, les courtiers, c'est clé, puisqu'on travaille qu'avec des courtiers. Ce sont nos clients. Donc c'est la raison pour laquelle on met en place, on a notre NPS, non pas client final, mais courtier. On a mis en place aussi une méthode de design thinking qu'on fait en amont dans la co-construction avec nos courtiers pour s'assurer que le produit répond bien à une attente. Et puis en même temps, on peut cocher quelques cases sur la compliance puisque ça nous permet de faire du testing avant le lancement des produits. Et on va lancer même un comité client avec nos grands partenaires courtiers parce que pour eux, c'est nos clients finaux. Très bien. Catherine, je reste avec vous. On l'a un petit peu évoqué, la data, l'IT, la digitalisation. Aujourd'hui, est-ce que les courtiers en face sont prêts? Est-ce qu'ils en ont besoin pour se développer? Et puis, je demanderai l'avis des trois autres invités sur ce sujet après. Est-ce qu'il y a encore un peu de marge? Alors, oui, il y a de la marge, c'est sûr. Je vais essayer de ne pas donner trop de portes ouvertes sur la data qui est clé, mais pour moi, elle est clé d'abord dans la maîtrise technique. Et aujourd'hui, je dois dire qu'on est de plus en plus ferme avec nos partenaires pour qu'on puisse collecter la data tout de suite. Alors, via nos API, sur les nouveaux partenariats, on impose les API, sauf dans des cas, nos partenaires historiques sont plus sur des EDI, mais sinon les nouveaux via API. Et c'est clé dans le cadre de la maîtrise technique. Et nous, chez Wacom, ça nous permet aussi, parce qu'on a un moteur de pricing qui nous permet de faire du pricing dynamique. Et quand nos partenaires sont à la fois dans l'API pricing, dans l'API de souscription, ça nous permet d'intervenir assez vite, d'intervenir sur l'antisélection. Je donne un exemple, s'il y a des taux de conversion trop élevés, on est immédiatement alerté et on peut voir qu'il y a une faille de tarif et corriger. Donc en permanence, on peut réajuster nos tarifs. Et ça, c'est évidemment un partenariat qui est gagnant-gagnant avec nos courtiers. Et puis, évidemment, dans tous les cas de conformité, tout ce qui est LCBFT, fraude sur les sinistres, etc., clairement, la data, elle est clé. Et nous, on est vraiment une compagnie data-driven. Alors, je sais que parfois, c'est compliqué pour nos courtiers, mais aujourd'hui, un partenariat sans data, au bout de 3 mois, on a une vraie discussion et on n'est pas sûr de continuer. Hein. Très bien. Valentine, pour compléter sur ce sujet de la data, rapidement, parce que le temps file. Alors, déjà sur la digitalisation de manière un peu plus générale, bon, c'est tout ce qu'on y est depuis pas mal de temps, mais c'est vrai que ça s'accélère beaucoup. Il y a une étude de McKinsey qui dit que d'ici 2030, 45% des actes d'assurance seront faits en digital. 45%. 45%, et 2030, ça arrive vite. Et ce matin, j'ai assisté à une conférence ici où il y a... je ne sais plus qui c'était, une personne qui disait que les insurtech nous ont aussi beaucoup poussé à accélérer notre développement. Et il y avait le comparatif de dire que finalement, quand Uber est arrivé sur le marché, ils ont mis en place une appli. Maintenant, G7, l'appli de G7 est quasiment aussi bien, si ce n'est mieux, que celle d'Uber. Et donc, ça les a forcés, ça les a poussés. Donc, on est dans ce momentum. Il y a eu une conférence aussi tout à l'heure sur les insurtech. Donc, voilà, en tant que, entre guillemets, assureur courtier traditionnel, là, on n'a plus de choix que d'y aller et d'y aller assez vite. Chez Hiscox, on fait de la souscription digitale depuis 2011. Donc on est déjà très présent sur ce marché, sauf qu'il faut constamment se réinventer en fait parce que ça change tout le temps. Donc là on est sur un gros processus aussi d'investissement, hein, vous en parliez tout à l'heure. C'est vrai que les assureurs, on a peut-être plus de capacité d'investir ou en tout cas plus de besoins. Donc là on a un investissement où on remet en place tout notre système informatique tout en s'appuyant sur ce qui marche aujourd'hui. Donc je vous disais, on fait déjà de la souscription digitale depuis 2011. On a 30% de notre chiffre qui est fait purement en digital, tout en gardant, on a vraiment je pense que c'est important, c'est une porte ouverte un peu, mais c'est important de le dire, c'est nous cet équilibre vraiment entre la technologie et l'humain, et vraiment on veut garder ce bon équilibre, quoi. C'est fondamental, et je reviens à ce que je disais aussi en introduction, voilà, l'humain, garder les gens, avoir les bonnes personnes, et être toujours là, de répondre au téléphone. Tous nos collaborateurs sont équipés de téléphones portables pour être, voilà, tout ne peut pas se faire en ligne, même si ça se développe énormément.
On capitalise aussi, on a à la fois un outil de souscription en ligne qui est ouvert à nos courtiers. Et d'ailleurs, je remercie un courtier que j'ai vu ce matin qui m'a dit Hiscox, mais MyHiscox, c'est fantastique, je tape et ça se fait tout seul. Pas trop de prosélytisme, Valentine, alors, merci. Je cite, hein, moi je cite, je ne me serais pas permis sinon. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire ça se fait tout seul. Bah, bien sûr que non, derrière, on sait très bien que ça ne se fait pas complètement tout seul, mais c'est l'impression en tout cas qu'on veut donner, quoi. Donc voilà, de continuer là-dessus. Après, quelques mots sur la data et peut-être sur l'intelligence artificielle qui va beaucoup plus loin que le digital. Et je trouve que l'intérêt dedans, pour nous en tout cas assureurs, moi je le vois comme une vraie opportunité, encore une fois, de connaissance du risque, d'anticipation du risque. C'est-à-dire qu'avec, en plus, nous chez Hiscox, on fait quand même beaucoup de TPE qui ne connaissent pas forcément l'assurance, qui n'ont pas le temps de nous donner les éléments. Ces algorithmes et la connaissance du client et qu'un client a fait quelque chose et donc on peut savoir que ce client aura besoin de ça, d'anticiper son risque. On fait aussi beaucoup d'arrêt clientèle privée, donc de savoir qu'avec les objets connectés, on pourra avoir des informations sur la qualité du risque. Nous, c'est vraiment là qu'on utilise au maximum cette intelligence artificielle. Très bien, merci. Thomas, vous voulez rajouter quelque chose? Je vous vois prendre le micro. Oui, digital et data. D'abord, on est un métier essentiellement dématérialisé, donc il se prête au digital, ça c'est clair. Et puis, on n'est pas un métier de process, hein, on est un métier de données. Donc ça prête aussi à la data. Chez Malakoff Humanis, on investit entre 30 et 50 millions d'euros par an sur le digital et la data. Et je peux vous dire que dans des structures comme Malakoff Humanis, on n'est pas les seuls, la culture de la data, la culture du digital commence à rentrer très fortement dans la culture de la boîte. Donc et l'avantage qu'on peut avoir, nous, c'est on a la moitié du business fait avec vous, courtier, et on a la moitié du business fait en direct. Donc on peut finalement comparer le service rendu au client. Encore une fois, je l'insiste, on est en train de rattraper pas mal de retard qu'on pouvait avoir sur la gestion que vous pouviez faire pour vous, pour ceux qui faisaient de la gestion. Et pour ceux qui n'en faisaient pas, n'ayez pas peur de nous confier la gestion et donc les affaires. Juste un exemple, l'app sur la santé, au mois de janvier de cette année, elle a été chargée plus de 1 million de fois. Elle est notée 4,7 sur 5 sur l'App Store. Donc, félicitations. Voilà. Non, mais ça ne s'est pas fait tout seul. C'est-à-dire qu'on l'a lancé début 2022. Quand on l'a lancé, 1,9 de notation. Un truc merdique. Et 9 releases suivantes, on arrive à... c'était au 1er janvier 2021. On arrive à une note de 4,7 et chargé plus de 1 million de fois. Donc les codes du digital rentrent, y compris dans les compagnies d'assurance. Voilà, c'est même dans des gros trucs comme Malakoff Humanis. Donc voilà, donc ça ne se voit pas à l'œil nu, mais ça se voit au travers de chiffres comme ça sur une application chargée 1 million de fois, notée 4,7. Très bien, merci pour cet exemple. Je vais partir du digital, de l'IT, de la data pour rester sur un sujet connexe qui est celui du cyber et du risque cyber, sujet qu'on n'a pas encore abordé. Eric, c'est pour vous. Comment est-ce que vous appréhendez le sujet cyber au sein du groupe Covéa et plus particulièrement chez MMA? J'imagine que c'est une préoccupation de vos courtiers partenaires. C'est ma spécialité. Ah bah, parfait. Je ne désespère pas de voir arriver Thierry. Je regarde l'horizon, mais pour l'instant, c'est désespérément vide. Oui, en fait, le risque cyber, c'est typiquement le sujet qui nous pose problème à nous assureurs. Tout à l'heure, je l'évoquais, ce qu'on aime, ce que nos équipes techniques adorent, ce sont avoir des bases de données très profondes, très riches, qui permettent, sur la foi du passé, de simuler ou de prévoir ce que pourrait être l'avenir. C'est ce qu'on fait plutôt bien. Alors, 2022 est atypique, mais c'est ce qu'on fait plutôt bien sur les risques climatiques. On a la capacité à modéliser, à travers l'observation du passé et nos expositions, notamment géographiques, on a la capacité à simuler plutôt bien nos risques climatiques. Sur le cyber, on n'a pas cette profondeur d'historique. Sur une matière dont la définition reste aujourd'hui à parfaire, hein, et donc on a cette double problématique, nous en tant qu'assureurs, que couvrir, comment le couvrir, et puis on a cette même problématique à travers la réassurance dans le groupe. Donc il y a deux manières d'appréhender les choses. On va dire une manière assez empirique où on fait confiance à la chance. Ces dernières années, sur un certain nombre de sujets, on a vu que ce n'était pas forcément la meilleure approche. Et puis une approche un petit peu plus construite, et notamment autour de la prévention. Connaître les risques, donc travailler
à des audits des systèmes d'information, des tests d'intrusion. Et on sait qu'il y a beaucoup d'acteurs, notamment de jeunes entreprises, qui aujourd'hui ont la capacité à fournir des services. Et le rôle du courtier, bien évidemment, c'est de nous aider à, vous avez parlé de prosélytisme tout à l'heure, en tout cas à promouvoir, le mot prosélytisme est peut-être un peu fort, mais en tout cas à promouvoir et sensibiliser les clients. C'est ce que nous faisons sur nos clients directs, mais c'est ce qu'il faut que vous fassiez aussi auprès de vos propres clients sur l'importance d'avoir une solution qui permet régulièrement de faire un diagnostic des vulnérabilités pour, in fine, déterminer ce que pourrait être la couverture optimale. Puis après, au niveau de la réassurance, on a deux manières aussi de l'appréhender, soit une réassurance par tranche, où on se répartit, pour reprendre l'expression de Thierry, le mistigris, à qui il aura in fine, ou alors, là aussi, une approche plus précise à travers la capacité des assureurs, via les courtiers, via les clients, de donner, on va dire, une sorte de visibilité sur ce que peut être l'ampleur d'un risque en matière de cyber. Mais on est au début de l'histoire. Très bien. Catherine, est-ce que vous voulez rebondir sur le cyber ou est-ce que c'est un sujet qui vous parle chez Wacam? Non, parce que nous, on en est au début. Ouais. Donc, on le fait à la Wacam, c'est-à-dire qu'on teste, on price, et on ajuste. Mais là, pour le moment, on a juste 2 partenariats sur la cyber, donc je ne serai pas aussi pertinente que mon collègue pour en parler. Mais on a démarré. Pas de problème. Valentine, sur le cyber, je suis obligé de vous poser la question parce que vous êtes l'assureur spécialiste à cette tribune, mais rapidement. Rapidement. Donc, chez Hiscox, on fait de l'assurance cyber depuis 10 ans en France et 25 ans en Angleterre. Donc, en effet, c'est un marché qu'on a beaucoup suivi, qui est en train de faire sa maturité, peut-être au niveau de l'adolescence. C'est-à-dire que c'était un risque qu'on assurait et que le marché assurait en posant 3 questions sans trop regarder, comme si on assurait une usine sans savoir s'il a un sprinklage ou une personne à l'entrée qui s'occupe de la sécurité. Et voilà, donc petit à petit, les gens se sont équipés puisque les gens ont eu des sinistres. Là, on vient de faire une étude, donc 52% des entreprises ont connu un sinistre dans leur vie d'entreprise. Donc voilà, on sait que ça touche toutes les entreprises. Et donc par rapport à cette maturité, on a vu au début les grosses entreprises qui se sont assurées, puis les ETI, puis le middle market. Et maintenant, les TPE, nous, on est très spécialistes des TPE. Et on voit, là, il y a le dernier rapport de l'AMRAI qui est sorti aussi, qui dit qu'aujourd'hui, il y a un S sur P global de 22% en cyber, donc du jamais vu, mais avec un S sur P... Thomas a l'air dubitatif sur le 22%. Je cite l'AMRAI, mais non, mais parce qu'avec un taux de sinistralité qui est très bas, enfin un S sur P qui est très bas sur les grands comptes, parce que les attaches sont très hautes, une maturité qui devient meilleure sur les ETI et le middle market parce que maintenant ils ont travaillé beaucoup sur leur prévention, comme vous disiez. Et nous, notre travail chez Hiscox, c'est vraiment d'accompagner les TPE, les plus petites entreprises qui sont aussi victimes pour en effet les aider sur la prévention et puis surtout essayer de faire en sorte que le sinistre soit géré le plus tôt possible pour éviter la perte d'exploitation qui tue ces entreprises-là. Elles ne peuvent pas en survivre. Et donc, chez Hiscox, on gère quand même 300 sinistres cyber par an, donc plus d'un par jour. Enfin, ceci dit, le cyber attaque aussi le samedi et dimanche, donc on va dire moins d'un par jour. Mais en tout cas, voilà, ça fait un grand nombre. Et on essaie vraiment de limiter l'impact financier, bien entendu, pour l'entreprise, mais même pour nous, en réagissant très vite. Donc, le sinistre moyen chez Hiscox, c'est 15 000 € pour justement plutôt travailler sur à la fois de la prévention en amont et ensuite de la gestion de crise très rapidement, en fait. Donc voilà un peu notre approche, mais voilà, je pense qu'on n'a pas encore tout vu, mais on arrive plutôt à un début de maturité de ce risque-là, je pense. Très bien, merci pour ces précisions. Thomas, je vous redonne la parole. On va parler maintenant actualité, contexte économique, pouvoir d'achat, c'est un peu compliqué en ce moment. Quel est votre regard sur la situation et comment ça peut impacter le marché, vous, en tant que Malakoff Humanis ? Alors, là, j'aurais 2 remarques à faire. La première, mais je l'ai déjà faite, c'est attendons-nous collectivement à devoir passer des majorations significatives. Le message est bien passé. Voilà. Normalement, c'est bon. Et j'ai peur que c'est pas du conjoncturel, c'est du structurel. Voilà. Parce qu'on voit bien que la Sécu est en bout de route en termes de déficit, donc ils vont vouloir nous charger à la besace. Ça c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est, et ça fait référence à ce que tu disais, il y a du risque de pointe et il y a du risque de fréquence. Nous, on est plutôt sur du risque de fréquence. En santé, on est sur du risque de fréquence. Et là-dessus, et en liaison avec la rémunération des courtiers,
il faudra que collectivement, on soit vigilant sur le fait que nos clients en aient pour leur argent. Je vais prendre 2 exemples. Le premier, sur la santé individuelle, le taux de redistribution sur la santé individuelle, il est trop faible. Il est trop faible. Et on va se faire gauler à un moment donné ou à un autre, parce que ça se fait au détriment de l'assuré, qui en général est le retraité, donc il paye à 100% sa prime. Hein, c'est pas la part prise en charge par... Et donc là, attention, des taux de chargement de 30%, voire de 35%, dans lequel il peut y avoir de la com escomptée, etc., etc. Il faut qu'on soit très vigilant, ça ne va pas durer. Et à un moment donné, on risque d'être repris par la patrouille parce que ça se fait au détriment du client. Un deuxième exemple de ce style-là, c'est sur l'assurance vie, sur l'épargne, sur la retraite supplémentaire et sur les unités de compte. Là aussi, sur les unités de compte, le taux de chargement global, c'est 3 points. C'est juste pas possible. On ne peut pas avoir une unité de compte entre le chargement du contrat et le chargement de l'UC sur lequel il y a une rétrocession, sur lequel on va rémunérer le CGPI qui a vendu. Je pense que là, on marche sur la tête parce qu'encore une fois, ça se fait au détriment de l'assuré. Voilà, donc vigilance là-dessus et on est concerné, et vous et nous, hein, c'est une problématique de chargement global. Quand le chargement se fait au détriment du client lorsqu'on est sur du risque de fréquence, la santé, ou lorsqu'on est sur une performance d'unité de compte, on peut se faire rattraper par la patrouille. Et ce qui est, en tout cas sur les unités de compte, c'est ce qui est en train de faire notre chère autorité de tutelle et de contrôle. Très bien. Je rebondis sur les tarifs. Je vais vous poser la question à tous les trois. Valentine, si vous voulez commencer, ou Catherine. Sur la politique tarifaire, ou en tout cas l'évolution des tarifs, c'est quoi votre vision pour les prochains mois? Bon, vous le savez tous, hein, on a connu un pic d'inflation à 10,6 au mois d'octobre. Là, ça s'est un peu tassé sur les derniers mois, mais on est quand même aux alentours de 6-7. Évidemment, ça a l'impact, le coût des sinistres augmente, le coût des pièces détachées, etc., etc. Et dans ce contexte-là, là, pour le coup, je rejoins Thomas. Il faut qu'on ait un partage juste de la valeur et on ne peut pas tout réimpacter sur le client final. Donc le système qu'on a choisi, négocié avec vous, nos partenaires courtiers, c'est de mettre un système de commission à échelle. Et ces commissions à échelle sont basées sur la sinistralité. Et c'est un système qui permet donc de protéger en fait les tarifs de l'assuré final et nous d'avoir des intérêts qui sont vertueux, qui vont dans le même sens entre nous. Les réassureurs font ça depuis longtemps avec nous, les assureurs, et qui nous permet de nous aligner à la hausse comme à la baisse. Mais en tout cas, on est dans le même combat. Donc, je rejoins complètement ce que tu dis, Thomas. Et ce système de commission à échelle permet de mieux aligner les intérêts entre courtiers et assureurs. C'est déjà mis en place, Catherine? Oui, c'est mis en place. Et je remercie d'ailleurs tous les partenaires ici présents qui ont signé ces accords. Hein. Mais on l'a mis en place là en 2023. Ok, très bien. Eric, de votre côté, en termes d'évolution tarifaire, on a parlé de la réassurance, ça tombe bien. Vous avez un réassureur en maison maintenant. Quelle est votre vision? Je vais essayer de donner les deux visions. Celle de l'assureur et celle du réassureur, dont la convergence d'intérêts n'est pas spontanément visible. Mais je vais essayer d'être le plus neutre possible. Même si moi, je regarde un peu plus MMA que Partner. La sinistralité climatique, je l'ai déjà abordée, elle est croissante et elle pèse de plus en plus dans la part des primes. Et le mouvement n'est pas prêt de s'éteindre. Donc on est confronté à cela. Et puis sur des branches longues, comme le BTP, hein, nous sommes confrontés à une inflation à des niveaux que nous n'avions pas anticipés. Donc je suis désolé. D'un autre côté, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que ça demande du travail. La bonne nouvelle, c'est que vos commissions vont augmenter puisque nous allons continuer à durcir nos positions tarifaires, notamment dans l'univers du pro et de l'entreprise. Ça vaut aussi pour le particulier, mais l'activité de particulier n'est pas effectuée avec vous, courtier. Ces augmentations, elles trouvent une deuxième origine qui est justement dans l'univers de la réassurance. Les conditions de réassurance lors du dernier renouvellement se sont singulièrement durcies. Et finalement, ce qu'on observe, c'est que finalement, il y a un déport de la volatilité des réassureurs vers les assureurs, puisque les points d'attache ont singulièrement monté en même temps que les prix. Donc non seulement c'est plus cher,
et la volatilité est plus grande. Donc dans nos positionnements tarifaires, nous, en tant qu'assureurs, on doit en tenir compte. Alors, quel sera le renouvellement en 2023 au niveau de la réassurance ? Pour MMA et pour les assureurs traditionnels, j'espère que ce sera un peu plus favorable parce que quand on regarde le résultat des réassureurs 2022, on ne peut pas dire qu'il soit mauvais. Donc on peut espérer que l'impact soit moins important que celui que nous avons vécu lors du dernier renouvellement, même s'il y a fort à parier qui nous dramatise la situation en nous expliquant qu'ils sont au pied du mur et que nous devons, là encore, faire un effort. Catherine. Vos collègues de Partneret vous entendent? Ils nous entendent puisqu'on a ces échanges en interne, bien sûr. C'était une plaisanterie. Mais en fait, nous, on est confrontés à ce dualisme entre le résultat au sein de Partners, sachant que, bien évidemment, nous ne sommes pas sur les mêmes risques. On ne va pas transférer de l'assureur les pertes vers le réassureur ou vice-versa. Mais on voit la stratégie des réassureurs à travers Partners. Valentine, sur les tarifs, vous qui êtes un assureur grand risque, quelle est votre vision? Alors, grand risque, moyen risque, pardon. Ouais, IRD, on fait aussi un peu de grand risque, on fait aussi beaucoup de TPE. Donc justement par rapport à ça, je pense que tout a été dit. C'est vrai qu'on a passé une phase à la fois déjà de hard market, ensuite d'inflation, maintenant de réassureur. Donc après, il ne faut pas oublier que derrière, on a aussi des clients, des entreprises qui sont aussi en grosse difficulté face à toutes ces dernières augmentations. Nous, notre approche, je ne vais pas prendre longtemps, mais chez Hiscox, on a pour objectif d'avoir un ratio combiné en dessous de 95, mais on est juste en dessous. Là, en retail IRD, on est à 94,7. Et l'idée, c'est de maintenir ça pour maintenir une certaine pérennité, en fait. Après, par rapport à l'inflation notamment, nous, l'approche qu'on a eue Hiscox, c'est vraiment de la suivre et même d'être un peu en dessous. C'est-à-dire pas forcément de l'appliquer, même si on a un PNL qui est très, très sensible à l'inflation. C'est-à-dire que, comme le disait Catherine, les sinistres augmentent. Nous, on fait beaucoup de RC, donc des développements longs. Donc on a les primes aujourd'hui pour des sinistres qu'on paiera sans doute plus cher qu'ils ne le sont aujourd'hui. J'ai perdu mon fil, mais oui, en gros, l'idée, c'est de se dire, oui, pardon, on a les sinistres, on a les salaires des collaborateurs, on a les experts, les avocats aussi, qui, eux, ne se gênent pas pour passer aussi l'inflation. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'essayer de maintenir cet équilibre. Hein. C'est ça, et c'est vraiment d'essayer d'être au plus proche de l'inflation sans l'imposer plus à nos clients, enfin, aux clients de nos clients, aux clients de nos courtiers, parce qu'on sait que c'est aussi difficile pour eux et que... Voilà, il ne faut pas non plus tomber dans un emballement fou. Voilà, donc on essaye de vraiment contrôler tout ça sur la base de surpay, de ratio combiné. C'est voilà, comme on le fait tous, quoi. Catherine veut rebondir. Je voulais juste ajouter une chose au propos de Valérie. Je pense que la clé, du coup, ça revient à notre sujet de data, hein, c'est la sophistication des techniques de pricing. Parce qu'au plus on a de la data, au plus on peut segmenter, avoir un pricing dynamique qui nous permet de nous ajuster. Et je pense que dans un contexte aussi d'environnement aussi inflationniste, c'est une clé importante. Donc, notre sujet précédent sur les data et là, pourquoi on demande autant de data aux courtiers, ça nous aide aussi à nous ajuster et à mieux ajuster les tarifs dans un contexte aussi inflationniste. Si je prolonge sur le sujet des tarifs, on en a pour combien de temps si on arrive à se projeter de ces hausses de tarifs? Quand j'entends Thomas... qui est relativement véhément sur le sujet. J'ai l'impression qu'on en a encore pour 5 à 10 ans. Et je rebondis aussi sur la question de la réassurance. Pardon, Eric. Est-ce que c'est vraiment aujourd'hui les réassureurs qui font le marché en termes de tarifs? Bon, Eric, vous avez un réassureur interne. L'expression est sans doute un peu forte, mais ce que je disais, il y a un déport du risque du réassureur vers l'assureur et bien évidemment un impact très significatif sur notre politique tarifaire. Ça, c'est indéniable. Ouais. Oui, moi je rebondis sur le propos, hein, parce que Wacam, on est une société dite capital light, donc on a un taux de rétention très faible de 20%, on est réassuré à 80%, donc vous imaginez à quel point on a pris de façon très significative le durcissement des conditions de réassurance, et c'est très significatif, et là, Monte Carlo, c'est en septembre, on va voir ce qu'ils nous disent, mais ce qu'on comprend de nos échanges, c'est que ça va continuer à se durcir. Thomas, vos relations avec les réassureurs et sur la longueur de la hausse des tarifs sur le long terme? Non, on est beaucoup moins, l'activité d'assurance de personnes est beaucoup moins réassurée de façon différente. On n'est pas sur des risques de pointe, donc on n'a pas la problématique des risques lourds en entreprise. Donc
le sujet ne se pose pas en ces termes. C'est l'ensemble du marché. Encore une fois, on est sur du risque de fréquence. C'est l'ensemble du marché qui part avec une sinistralité qui se dégrade année après année en prévoyance. L'absentéisme se dégrade. Et en santé, là, on est avec une assurance maladie obligatoire qui ne sait plus quoi faire avec son budget. Et donc, qui va continuer à envoyer des dépenses vers les complémentaires. Et avec des raisonnements débiles. C'est-à-dire que... Le mot est lâché. On a mis en place du 100% santé. OK, le 100% santé, ça visait à offrir au plus grand nombre l'accès aux soins. Bon, on l'a fait en optique, on l'a fait en dentaire et on l'a fait sur les audioprothèses. Ça a été plutôt un succès, parce que effectivement, ça a permis au plus grand nombre d'avoir accès à des soins avec un reste à charge zéro. On a juste oublié de faire un bilan, c'est-à-dire de combien ça coûte. Voilà. Et puis combien ça coûte? Ça coûte 2,5 milliards aux complémentaires qui donc font une augmentation de tarifs vis-à-vis des clients. Donc c'est du pouvoir d'achat en moins. Et alors là maintenant on arrive donc prendre en charge les fauteuils roulants des personnes en situation de handicap. Mais un fauteuil roulant c'est plusieurs milliers d'euros. Donc vous, pour certains qui êtes en IARD, c'est du risque de pointe. Et du risque de pointe, lorsqu'on fait du risque de pointe, on fait de la sélection. Donc c'est absurde de vouloir faire rentrer la prise en charge d'équipements à plusieurs milliers d'euros dans un contrat qui est censé faire prendre du risque de fréquence. Et ça, on a réussi à éviter la grande sécu. Maintenant, il va falloir faire beaucoup de pédagogie vis-à-vis de notre administration pour expliquer qu'il y a des principes d'assurance minimaux qui s'appliquent. Et ce n'est pas uniquement du budgétaire, je prends 5 milliards là que j'envoie sur les complémentaires. Donc ça, on va avoir un travail de pédagogie à faire et on part d'assez loin, j'ai l'impression. C'est vraiment fini la grande sécu, Thomas? Non, c'est jamais fini. Je remets une pièce dans la machine. Non, c'est jamais fini dans la mesure où la porte est enfermée, ils vont vouloir entrer par la fenêtre. Le principal argument, enfin, la principale défense que l'on a, c'est qu'à un moment donné, le taux de prélèvement en France est le plus haut des pays de l'OCDE. Et là, si jamais on faisait une grande sécu, même déguisée, ça rentrerait dans les charges. Et donc, Maastricht et l'Europe ne seraient pas contents. Mais c'est sûr qu'il y en a qui continuent à en rêver côté administration, côté assurance maladie obligatoire, côté DSS, etc. quoi. Côté Cazeneuve, madame, voilà, ils en rêvent encore, oui. Très bien. On restera attentif. On rentre dans les dernières minutes de stock. Est-ce que vous avez chacun des éléments d'attention que vous pouvez donner aux courtiers dans les mois à venir, des choses sur le marché que vous considérez comme importantes ou sur lesquelles il faudrait rester vigilant, notamment dans vos relations avec les intermédiaires qui nous écoutent aujourd'hui? Eric, vous voulez commencer? Catherine, vous avez pris votre micro, allez-y. Allez-y. Moi, j'en donnerai 3. Le premier, c'est qu'on est maintenant, on doit tous agir en faveur d'une société qui soit durable et inclusive, ce qui veut dire qu'on a des engagements à prendre. Vous avez parlé tous les deux de RSE. Chez Wacam, on a fait le choix d'être une entreprise à mission, ce qui est très contraignant, comme vous le savez, avec des produits à marge nulle. Là, on a fait un produit pour la mairie de Paris, une MRH pour les populations fragiles. Toutes les villes nous les demandent maintenant. On a créé un fonds Wacam for Good et on fait les arrondis. Et on demande à nos partenaires courtiers donc, de contribuer aussi à ce fonds Wacam for Good qui accompagne les populations fragiles. Là, je pense qu'assureurs, courtiers, on a une vraie responsabilité. Mon deuxième point concerne le contexte inflationniste. Comme vous le disiez, on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Plus la hausse des taux, on est parti là sur un train qui semble assez long. Vous le savez, bien sûr, ça plombe les bilans des assureurs, les bilans des réassureurs. Et dans ce contexte-là, il y a les capacités qui se resserrent. Alors moi, je passe un message pour tout l'auditoire. Chez Wacam, on a de la capacité. Donc venez, parce que nous, on dit, on a un marqueur culturel qui dit « yes by design ». Ça veut dire on dit oui par construction, on bosse avec vous et on voit si on trouve une solution. Mais en tout cas, on a de la capacité. Et le troisième point sur lequel je voudrais revenir, qui est important pour les assureurs, mais pour vous, courtiers, c'est le renforcement réglementaire. Vous le voyez, ça tombe de plus en plus. J'ai compté là sur les 3 dernières années,
Il y a 8 courtiers grossistes qui se sont fait épingler par la CPR. Donc c'est un vrai sujet, certes qui embête tout le monde, mais qu'il faut prendre. Et moi, je vois dans nos partenaires, certains ont vraiment besoin d'une réelle mise à niveau, que ça soit sur LCBFT, que ça soit sur la protection de la clientèle. Et là, c'est un sujet qui tient particulièrement à cœur à notre autorité de tutelle en ce moment. Donc sachez que nous, on est là, assureurs, pour vous accompagner. Je parle au nom de nous tous, mais c'est vrai, on a développé des modules, on met en place des choses. Mais c'est un sujet qui n'est plus une option pour vous, courtiers. Merci Catherine. Bon, on est dans un festival, du coup il y a du bruit autour, hein, c'est normal. Thomas, pour les messages clés et les points de vigilance pour l'avenir. Alors, je ne vais pas revenir sur les tarifs. Non, je partage ce qu'a dit Catherine, c'est-à-dire que côté responsabilité sociétale entreprise, ça va être le sujet des 3-4 prochaines années. Moi, j'en suis convaincu. En tout cas, dans nos métiers, j'en suis absolument convaincu. Et ça ne s'improvise pas. Et ce n'est pas un peu de greenwashing qui vont faire en sorte que tel courtier ou tel assureur a une bonne approche de la responsabilité sociétale d'entreprise. Pour nous, on veut avoir une approche systémique et sincère. Systémique, c'est quoi ? C'est dans le social, dans le sociétal, dans l'éthique et la transparence, et dans l'environnement. On a 4 domaines, et dans chacun des domaines, on va regarder ce qu'on fait. On va regarder ce qu'on fait au titre de l'intérêt général, on va regarder ce qu'on fait au titre de nos clients, et on va regarder ce qu'on fait en interne. Et vous avez quelque part une espèce de matrice sociale, sociétale, éthique et transparence, environnement, intérêt général, client. Voilà. Et ça, les démarches RSE, elles doivent s'inscrire là-dedans. Et là, vous regardez si vous êtes systémique. Et dans chacune de ces cases, vous regardez si ce que vous faites, c'est sincère ou si c'est du bullshit. De toute façon, une petite partie de vos clients, de nos clients, sont dans cette démarche. Et je pense que ça va se généraliser. Ça va se généraliser pourquoi ? Parce qu'on a un mur réglementaire, par ailleurs, qui vient sur la RSE. 2024 et 2025, c'est des centaines d'indicateurs qu'il faudra produire dans la matière. Donc ce sujet-là, il ne faut pas passer à côté. Nous, on est là, si vous le souhaitez, pour vous expliquer ce qu'on fait, nous, à notre échelle. Mais c'est un sujet qu'il faut absolument prendre en compte dans les prochains mois et prochaines années. Merci Thomas. Valentine, quelques messages clés à délivrer. Je suis complètement d'accord avec ce que disent Catherine et Thomas. Peut-être, je vais, pour compléter, pour apporter peut-être un autre point, moi, qui me soucie beaucoup. C'est plutôt l'aspect dans notre secteur de maintenir un bon niveau de service en ayant à la fois du digital et de l'humain, en fait. C'est de garder cet équilibre entre... voilà, en effet, on va se mettre au digital. Pour autant, tout ne doit pas être au digital. Il faut qu'on reste avec cette relation humaine qui fait aussi notre métier, qui est importante, qui fait qu'on a un service, qui fait aussi qu'on a une personne... en face de nous avec un vrai cerveau et pas de l'intelligence artificielle et qui arrive au final pour faire ce lien aussi. Je pense qu'on est tous dans un marché qui est difficile en termes aussi d'attirer les jeunes, d'attirer des talents dont on a besoin aujourd'hui parce qu'ils sont plus à l'aise sur ces aspects digitaux et IA. Et je pense que cet équilibre qui, à mon avis, qu'on arrive à garder, mais difficilement dans notre secteur depuis quelques années, d'arriver toujours à être très bon sur le service, accompagnant, là, présent, humain. Mais bien entendu, avec tous ces aspects de réassurance, de salaire, de RSE qui sont bien entendu clés. D'ailleurs, l'humain est un élément clé du RSE. Mais moi, je vais être très vigilante sur cet aspect-là, en tout cas. Très bien, merci beaucoup. Eric, charge vous revient de conclure. Je vous ai laissé plus de temps, ça vous a permis de vous préparer plus longtemps. Quelques messages clés à adresser à nos courtiers. Je ne vais pas faire dans l'originalité, je pense que les principaux sujets ont été dits, quels que soient finalement les marchés qu'on adresse. Les sujets réglementaires, y compris de pure conformité, puisque la pression ne cesse de s'accentuer. Des sujets qui relèvent du réglementaire tiré par les programmes durabilité ou par les politiques, tout simplement, que les assureurs peuvent engager en matière de RSE. Et puis, par la même occasion, ça draine des sujets de données qui permettent de mieux appréhender la connaissance des risques et avoir une approche certainement de sélection, de surveillance, de tarification beaucoup plus pertinente. Quand je dis ça, en fait, nous, au niveau de MMA, que faisons-nous ? Eh bien, nous sommes lancés dans une démarche de structuration de notre approche autour de la RSE. Je reviens finalement un peu en boucle autour de ce que j'ai dit.
nous, assureurs, nous n'aimons pas nous lancer sur des activités, sur des risques que nous ne connaissons pas. Et pour autant, on le voit bien avec la durabilité, nous sommes obligés d'accompagner les entreprises dans une transition qui est une forme d'aventure avec beaucoup d'incertitudes. Donc nous lançons une démarche, nous avons lancé même une démarche structurée qui nous permet de mieux appréhender finalement ce que seront les risques que nous souhaitons accompagner demain dans le futur. Et bien évidemment, nous souhaitons travailler avec vous, courtiers, sur cette connaissance des risques et notre capacité commune à trouver des solutions assurantielles sur des domaines pour lesquels aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup d'appétence. Donc aidez-nous sur la connaissance des risques à structurer cette démarche. On sera là pour vous aider auprès de vos clients et trouver des solutions. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir joué le jeu. On peut les applaudir s'il vous plaît. Merci encore de vous être rendu disponible, d'avoir joué le jeu et d'avoir participé. Pour les courtiers et toutes les autres personnes dans la salle, évidemment, j'imagine que ces 4 personnes restent à votre disposition pour décliner leurs solutions. Encore merci.